tous. On va se livrer à un exercice un peu compliqué parce qu'on a relevé le défi de parler tous les deux, sans modérateur, sans relance, simplement dans la direction que nous souhaitons, qui est à la fois une direction très européenne et une direction la plus positive possible en tenant compte des défis et de la fragmentation à laquelle nous sommes confrontés. Donc, on va se donner la réplique, tous les deux. Jean, qui n'a pas besoin d'être introduit, moi, que je n'introduirai pas. Et on va essayer de tenir ce moment qui est en fait l'ouverture de Madame Butterfly. Merci. Alors, on a décidé de commencer de manière positive en indiquant ce qui finalement a bien marché ou ce qu'on a réussi au cours des dernières années en dépit des chocs violents auxquels nous avons été confrontés. Je n'ai pas besoin de les rappeler. La plus grave pandémie depuis le début du siècle précédent, la guerre à nos frontières et l'inflation brutale qui en a résulté. Jean, à toi. Je crois qu'il y a eu effectivement des succès au niveau européen, c'est très important. Bon, Christine Lagarde, évidemment, en est un, d'une certaine manière, c'est par son agence et par son travail, d'avoir effectivement résisté à des crises monétaires très importantes, mais il y en a d'autres aussi en Europe. L'Ukraine est un exemple, par exemple, c'était quand même une réaction européenne, et puis il y a le droit de la concurrence, le droit de la vie privée, il y a beaucoup de succès, et on va parler, je pense, pas mal de ce qui n'a pas encore réussi, mais qui peut réussir, je pense. On peut citer aussi, au titre des succès et des innovations et des transgressions, d'une certaine manière, la décision des leaders européens, ensemble, de lancer un grand emprunt européen et de le réallouer en fonction des dommages et des drames subis par chacun des pays de manière asymétrique, avec une volonté de rembourser de manière collective. Et ce Next Generation EU, il est en place actuellement et on commence à en voir les effets sur à la fois l'activité économique et sur un certain nombre de réformes structurelles, mais ça, on va y revenir. Et on va peut-être d'abord faire face aux défis auxquels l'Europe est confrontée. Donc, parmi les défis, il y a évidemment la fragmentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'Europe. Alors, ça se traduit dans plusieurs domaines, hein. Par exemple, l'énergie, on a effectivement une Europe de l'énergie, mais sans avoir délégué finalement à une agence européenne la gestion des réseaux électriques. C'est un exemple. Christine Lagarde, évidemment, peut parler avec beaucoup d'expertise sur le CMU, c'est-à-dire le marché des capitaux. Je vais en parler, promis. Voilà. Il y a d'autres exemples. Il y a, par exemple, on parlera de l'innovation. Et il faut savoir que 90% de l'argent de la recherche en Europe est dépensé au niveau national, alors qu'il y a des très bonnes raisons de le faire au niveau européen, que ce soit les rendements d'échelle, que ce soit l'expertise, que ce soit la distance avec ceux qui font des demandes. C'est vraiment très important, effectivement, de créer toutes ces conditions au niveau européen. Alors, tu as parlé à propos de la Banque Centrale Européenne d'agence, et là, tu viens d'évoquer à nouveau une agence. Tu peux développer un peu cette notion d'agence ? Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre des success stories, si je peux dire, de l'Europe. C'est lié à des agences indépendantes. On le voit au niveau de la recherche avec le Conseil européen de la recherche, qui est vraiment l'objet phare du soutien à la recherche en Europe, qui dépense 2 milliards par an et qui le fait de façon très intègre et avec c'est fait par des scientifiques. C'est aussi évidemment la BCE. On voit très bien ce que la BCE a fait et c'est remarquable. Et d'autres. Je vais rentrer à Francfort et je vais leur dire que nous sommes une agence. Je pense que ça va bien. Oui, non. Disons que l'indépendance quand même peut être utile. L'indépendance, voilà. Bien sûr, voilà, bien sûr. Et c'est très important quand on le voit aussi, le droit de la concurrence. Quand on connaissait le droit de la concurrence il y a 30 ans, où il suffisait de téléphoner au ministre pour dire vous arrêtez ça, maintenant c'est plus ça. Maintenant c'est vraiment, ça se passe à Bruxelles sur des bases juridiques et surtout économiques. Et on voit très bien le progrès qui a été fait par une agence qui est indépendante. Alors on peut critiquer les décisions particulières, je n'hésite pas d'ailleurs à critiquer certaines décisions, mais globalement c'est une réussite.
En fait, c'est l'autonomie de l'autorité de la concurrence dont tu parles et dont tu dis qu'elle était en fait une agence, mais c'est lié à son indépendance. C'est absolument, oui, j'ai mal parlé. C'est vraiment Non. l'autonomie qui est vraiment la clé, qu'il n'y ait pas d'interférence politique. On parlera de l'innovation tout à l'heure et on verra quelle différence ça fait. Oui. Donc, si on essaie de recadrer un petit peu les défis qui nous sont lancés et les risques auxquels nous faisons face, on avait ensemble décidé de mentionner en particulier la fragmentation. Et la fragmentation déclinée dans différents domaines. Moi, je vais parler un instant de la fragmentation des systèmes de paiement. Ce n'est pas très, très glamour comme sujet, mais c'est extrêmement important. Et puis, tu vas parler de la fragmentation du commerce, oui, peut-être. Donc, fragmentation, on l'a vu dans de multiples domaines, mais moi, je la vois de manière très précise et très insidieuse à la fois. C'est la fragmentation à la fois des systèmes de paiement et c'est la fragmentation de la souveraineté en matière de monnaie. Et je voudrais mentionner 3 mots à cet égard. SWIFT, BRICS, PIX. Alors SWIFT, vous savez tous ce que c'est le système de messagerie en fait, qui permet les transactions entre les différents opérateurs dans le monde entier, et dont ont pu être exclus à plusieurs reprises un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Iran, mais à quelques autres aussi, et qui ont amené les pays du monde entier qui reposent sur le système SWIFT à s'interroger sur la confiance, sur la reliability de SWIFT, et qui les ont amenés, en particulier les BRICS, à évoquer d'éventuelles solutions alternatives. Et je ne suis pas en train de suggérer que ces systèmes de paiement alternatifs sont déjà en place de manière intégrée. Il en existe un en Chine, il en existe un en Russie, et il y a de toute évidence des tentatives hors G20 pour mettre en place des systèmes alternatifs de paiement qui soient à la fois transfrontières et transmonnaie. Ça, c'est une première fragmentation. Deuxième fragmentation, le système de souveraineté monétaire auquel on est habitué, qui est évidemment battu en brèche par différents acteurs. Je sais que tu voudras y revenir tout à l'heure, mais les GAFA en sont un. Quand vous voyez par exemple que PayPal a mis en place un système qui se fonde sur les stablecoins avec un équivalent en monnaie, en dollars tout simplement, c'est un des éléments qui permettent de remettre en cause les systèmes souverains de monnaie nationale ou régionale, comme l'est l'euro à l'égard de 20 pays de la zone euro. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très conscient à la fois des contre-indications, des effets secondaires et des tentatives d'un certain nombre d'acteurs légitimes pour mettre en place des systèmes alternatifs qui risquent de fragmenter, à la fois sur le plan technologique et sur le plan monétaire, le paradigme dans lequel nous avons fonctionné. Et sur le trade, il y a aussi cette fragmentation. Oui, alors avant qu'on parle du commerce, il y a quand même effectivement cette fragmentation. Il y a 2 types de fragmentation. Il y a celles qui nous sont imposées finalement de l'extérieur et puis celles qui sont auto-infligées. Donc par exemple, effectivement, sur l'union monétaire, enfin sur le Capital Market Union, qui a 10 ans maintenant, on en parlait déjà il y a 10 ans, et elle ne s'est pas passée. Je sais que tu as fait des gros efforts pour essayer de résoudre ça, mais la vérité, c'est que comme dans d'autres domaines, ceux qui ont l'autorité au niveau national ne veulent pas lâcher cette autorité. Bon, je parlais d'innovation tout à l'heure, c'est la même chose. On pourrait prendre les contrôles aériens, on pourrait comprendre beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors que les gains à avoir une Europe serait gigantesque. Donc ça, c'est auto-infligé. Après, il y a aussi le problème qui vient de l'extérieur. Donc tu parlais effectivement des stablecoins, on peut parler du Bitcoin et toutes ces choses-là. Bon, un certain nombre d'entre nous sommes exprimés sur le sujet, avec quand même un danger très fort, à la fois d'un point de vue supervision, parce que stablecoin, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut superviser le collatéral, et puis simplement conduite de la politique monétaire et ce genre de choses. Donc il y a un problème. Alors, pour arriver au commerce international, effectivement, on a un défi considérable avec une montée du protectionnisme qui est très dangereuse, il faut bien le dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs de l'IRA américain.
Moi, je le suis un petit peu moins. Je le suis un petit peu moins pour plusieurs raisons. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses dans la IRA. Il y a quand même 180 milliards qui sont destinés aux innovations de rupture, dont 55 milliards pour les innovations de rupture vertes. Donc là, c'est quelque chose qui peut changer la donne. Ce n'est pas encore assez, mais c'est très bien. Le reste, c'est beaucoup de la politique protectionnisme pour faire venir finalement les industries aux États-Unis aux dépens de l'Europe. Et ça, c'est pas très bien d'un pays qui finalement n'est pas très vert. On dit toujours l'IRA, c'est vert. Il ne faut pas oublier que les énergies fossiles sont subventionnées aux États-Unis comme jamais. Et il ne se passe rien de ce côté-là. C'est une catastrophe. Et la question, c'est comment réagir à ce protectionnisme. Et là, il faut raison garder, si je puis dire. C'est-à-dire que on ne peut pas rester indifférent. Donc, si les États-Unis s'engagent dans le protectionnisme, et avec Trump, ça sera encore bien pire, il faut réagir, bien sûr. Il faut réagir. Et malheureusement, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'ordre international n'est plus très bon. Il n'y a plus de multilatéralisme et effectivement, l'OMC est très faible face à toutes les violations qui se passent. Mais il ne faut pas oublier non plus que si on fait du protectionnisme nous-mêmes, tout d'abord, le pouvoir d'achat va nettement diminuer. Notre pouvoir d'achat, évidemment, puisqu'on ne profitera pas de ce que le monde peut nous offrir. Il va y avoir évidemment une réaction des autres pays qui vont imposer du protectionnisme vis-à-vis de nos exportations dans le luxe et autre chose. Donc une perte de pouvoir d'achat. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on parlait de la concurrence. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une situation où on va confier finalement les économies à des monopoles domestiques, ce qui ne va pas améliorer le pouvoir d'achat non plus. Donc on a une série de problèmes qui vont se passer. Donc il faut faire très attention. Je sais que dans les campagnes électorales, c'est très populaire de dire on va protéger notre industrie, on va protéger notre agriculture. Oui, oui, mais il faut être conscient quand même de ce que ça va impliquer. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension à la diminution du commerce international et un autre inconvénient aux multiples violations des règles du commerce international que normalement l'OMC doit faire respecter. Si seulement l'OMC avait le personnel suffisant et désigné par les États-Unis, en particulier pour constituer les organes de règlement des différends. Mais je pense qu'il y a un lien très proche entre le commerce international et l'innovation. Et on l'évoquait tout à l'heure, en se disant que dans le monde tel qu'il est, avec les fragmentations qu'on constate en commerce, en monnaie, en système de paiement, en disponibilité ou non-disponibilité des matières premières, et en particulier des minéraux et des terres rares qui sont nécessaires, en particulier aux innovations de rupture, à l'intelligence artificielle, à l'électrification des systèmes de transport, il faut absolument innover. Or, pour innover, le commerce international est un moteur important. Donc, à défaut d'avoir ce moteur-là, il faut impérativement que nous allions nos forces et qu'on ait en Europe, comme le recommande d'ailleurs vivement Enrico Letta dans son rapport récent, il faut qu'on ait un vrai marché, un vrai single market. Et pour avoir un vrai single market, il y a toute une série d'interprétations différentes, d'autorités nationales, d'intérêts acquis et protégeables qui doivent être envisagés et qui doivent être atténués, éliminés si c'est nécessaire pour avoir un vrai marché unique européen. On est dans l'Union européenne avec 450 millions d'habitants, c'est-à-dire 100 millions de plus qu'aux États-Unis, et on n'est pas capable encore aujourd'hui, et on peut le faire, on peut le faire. On n'est pas capable d'avoir encore un Single Market Union, c'est-à-dire un marché où les services en particulier, les biens, les personnes, les capitaux, voyagent et s'implantent là où ils le peuvent, là où ils le veulent, sans restriction d'interprétation, de concurrence, de licence, d'autorisation préalable, etc. Ce qu'Enrico Letta développe très bien dans son rapport. Innovation, impératif, et dans un cadre européen. Et tu l'as dit, il y a des instances qui, aujourd'hui en Europe, arrivent très très bien à flécher des sommes insuffisantes, certes, mais des sommes vers des innovations de rupture. Oui, je crois sur cette ouverture, sur ce marché unique, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a encore 27 marchés du travail. Alors, c'est difficile d'harmoniser le marché du travail, mais on peut faire un petit peu mieux, enfin, les réglementations. Le marché digital, le marché des capitaux, on a encore 27 régulateurs. Enfin,
c'est quelque chose de terrible. Et même là où on a un seul régulateur, qui sont les banques, on s'aperçoit qu'on a encore des banques qui sont encore très nationales, malgré la situation qui est quand même plutôt plus favorable que pour d'autres marchés. Donc on a un gros problème. On a un problème d'innovation, effectivement. Donc le problème d'innovation, Philippe Aghion et Enrico Letta l'ont mentionné ce matin. La question, c'est un petit peu... si on veut faire croître le pouvoir d'achat, et c'est une grande préoccupation des Français et des Européens, et ça se comprend. Alors, il croît, hein, il faut pas, contrairement à ce qu'on entend dire, il est en train de croître, mais il croît très lentement. Et il croît très lentement. Si on veut faire croître le pouvoir d'achat de façon durable, il n'y a pas d'autre solution que d'accroître la productivité. Et d'accroître la productivité, bon, on peut travailler 70 heures par semaine, mais ça ne paraît pas très réaliste ni désirable. Et on peut aussi innover. Et ce manque d'innovation en Europe est criant. Je vous rappelle que dans les 20 premières entreprises tech du monde, il n'y a pas une seule européenne. Dans les 20 plus grosses startups du monde, il n'y a pas un seul européen. On a sacrifié l'avenir. Alors, on va peut-être parler de comment on a procédé pour en arriver là, mais ce manque d'innovation, ce n'est pas seulement le fait qu'on dépense que 2% de notre PNB en Europe sur la R&D, alors que l'objectif de Lisbonne en 2000 était de 3%, mais c'est aussi on le dépense très très mal. Je crois que c'est... Par exemple, on le dépense d'abord dans des industries qui sont très fragiles et pas du tout dans les industries qui préparent l'avenir. Donc, Philippe Aghion a mentionné ce chiffre extraordinaire. Aux États-Unis, 85% de la R&D privée vont dans la tech, la biotech et tout ça. Et la pharmacie. Et la pharmacie, voilà. Alors qu'en Europe, 50% va dans l'automobile. À un moment où les batteries, la conduite autonome et tout ça sont en train de complètement changer l'industrie. C'est extrêmement dangereux. Donc ça, c'est la R&D privée. Après, il y a la R&D publique qui est assez mal faite. Alors, on dépense 0,7% du PIB, comme aux États-Unis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est à peu près à parité avec les Américains. On est à peu près à parité. C'est la grosse différence, évidemment, c'est qu'en Europe, dans le privé, on dépense qu'1,2% parce qu'on investit dans le mid-tech, qui ne consomme pas beaucoup de R&D, par rapport à tech qui consomme beaucoup de R&D. Et ensuite, on le dépense mal au niveau public. Donc, si vous voulez, en Europe, on a une DARPA, l'équivalent de la DARPA en Europe. C'est un programme qui s'appelle Horizon Europe et qui dépense à peu près 11 milliards par an. Et il faut savoir que sur ces 11 milliards, en fait, la plupart, ce sont des subventions aux SME, aux PME, et qui, finalement, sont de la politique industrielle assez classique. Et en fait, il y a 470 millions qui vont à l'innovation de rupture. 470 millions, quand vous pensez que le budget du NIH, donc purement la santé, et non pas tous les trucs, aux États-Unis, c'est 45 milliards. On est complètement à côté de la plaque, et on se satisfait finalement d'améliorer un peu notre compétitivité dans des industries qui ne sont pas forcément les industries d'avenir. Donc on a un gros problème vis-à-vis de ça. Alors, il nous faut un marché unique, c'est-à-dire qu'on ait vraiment ce que les industriels appelleraient le scale. Et puis, il nous faut une innovation qui soit financée à la fois par le public, à parité avec les États-Unis, et par le privé, mais fléchée, à ton avis, vers des innovations de rupture ou vers des secteurs. Alors, est-ce qu'il faut nous aussi aller vers les industries pharmaceutiques, les biotechnologies, les techs en général, ou est-ce qu'il faut qu'on arrive en utilisant par exemple le capital de brevets dont nous disposons et sur lequel on est en avance par rapport aux États-Unis et à la Chine, notamment dans les industries vertes, est-ce qu'on doit centrer l'effort là-dessus, de ton point de vue? Alors, je ne vais pas faire ce que font parfois les politiques qui disent voilà, on va investir dans l'hydrogène, on va investir dans ceci, dans cela. La réponse, je n'en sais strictement rien. Mais je suspecte que pas beaucoup de monde le sait, en fait. Quelque chose que je trouve absolument remarquable, c'est ce qui a été fait par la BARDA sur le Covid. Oui. Ils ont décidé, en 2020, de dépenser 11 milliards sur seulement 6 équipes. Et ces 6 équipes, il y avait 2 équipes sur chaque technologie. Il y avait 3 technologies Covid parce qu'on ne savait pas ce qui allait marcher. Ça a été l'ARN messager, mais on ne savait pas. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'ARN messager qui était le favori à l'époque. Donc il y a eu assez d'humilité pour dire on ne sait pas. Et je dirais pour le climat, il faut faire la même chose. On ne sait pas ce qui va marcher.
L'autre chose, c'est qu'il faut que ce soit les scientifiques qui choisissent. Quand vous prenez des agences, j'utilise ce mot encore, vous prenez des agences genre DARPA, NIH, NSF, qui financent la science en général, ce sont des agences qui, les choix sont faits par le politique, par le scientifique. Les scientifiques des panels de très haut niveau, eux-mêmes ne savent pas, mais ils savent quand même beaucoup plus que moi sur ces sujets. Et effectivement, si on a des forces dans les énergies vertes et qu'on voit un avenir là-dedans pour l'Europe, ben c'est parfait, il faut financer à fond. Mais il ne faut pas saupoudrer, ça c'est une chose qu'on fait terriblement. La Commission européenne, ce qu'elle fait pour l'innovation, c'est qu'elle essaie de rassembler les gens. Ça c'est sa grande vocation. Et donc, pas pour tout, pas pour le Conseil européen de la recherche, mais pour les autres, elle essaie de faire des consortiums, donc il faut qu'il y ait un Espagnol, un Français, etc. Des gens qui, évidemment, n'ont aucune intention de travailler ensemble, mais qui se mettent ensemble pour avoir l'argent. Et ça, c'est catastrophique, c'est absolument catastrophique. Bien sûr que les collaborations, c'est utile, mais il faut encourager les collaborations qui commencent à marcher, pas celles qui déclarent qu'ils vont travailler ensemble. Ceux d'entre vous qui sont dans le milieu académique verront certaines analogies avec certains programmes récents. Mais disons que il faut comprendre. Donc, il faut comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est quelque chose qu'en France, on ne considère pas assez. Et la gouvernance, c'est la clé. On peut mettre autant d'argent qu'on veut dans quelque chose. Si on n'a pas la bonne gouvernance, ça ne marchera pas. Et toi, ta proposition? Donc, ta proposition, c'est un certain degré d'indépendance, et j'atteste de ce que, y compris une banque centrale, lorsqu'elle dispose, notamment par le biais des traités, de son indépendance, est capable de prendre des décisions les plus éclairées possibles par les économistes, par les experts, pour le bien commun. Mais ta deuxième proposition, c'est de dire qu'il faut impérativement que les scientifiques, les médecins, les experts en énergie soient ceux qui, effectivement, choisissent les projets plutôt que d'avoir une parité nécessaire qui serait voulue par l'opération des 27 ou des 20 ou de je ne sais qui. Oui, alors les scientifiques sont quand même associés à Horizon Europe et dans tous ces programmes, il y a des scientifiques, parfois de bon niveau, qui sont associés, mais disons que... Parfois, hein. Parfois. Ah ben, on a fait une étude sur les indices de citation de ceux qui sont au Conseil européen de la recherche par rapport aux autres. Et alors Ils sont un peu plus élevés au Conseil européen pour la recherche, qui est un organisme indépendant où les scientifiques décident. Mais voilà, ceci dit. Les scientifiques qui sont là-dedans, ils ont quand même, dans la communauté européenne, ils ont des problèmes aussi. Il n'y en a que 9 chefs de programme pour toutes les disciplines scientifiques. Enfin, comment peut-on connaître toutes les sous-disciplines quand on n'est que 9 ? Ils ont des tas de contraintes bureaucratiques. Ils ne sont pas capables d'ARPA, les programme officers, il y en a une centaine, ils sont capables de changer la façon dont on écrit des contrats. Ils peuvent écrire des contrats qui n'ont pas 300 pages, enfin, etc. C'est un autre monde, je pense. Bon, on avait promis d'être positif, pour l'instant... on essaie. Bon, on peut parler d'argent ? Bon, parce que tu disais tout à l'heure qu'en fait, on n'a pas de start-up. Je pense qu'on a des start-up en France. Plus fort, bon, mais c'est parce que le micro est loin. Donc, je disais à Jean qu'il évoquait tout à l'heure l'insuffisance ou l'absence de start-up en Europe. Et je pense que nous avons des start-up en Europe. Je pense qu'en revanche, les start-up, malheureusement, quand elles arrivent au deuxième, parfois troisième tour, elles ont plutôt tendance à aller chercher des financements ailleurs. Et là, j'espère que Jean-Hervé me saura gré de ce que je veux être positive. Je pense que nous avons entre nos mains, vraiment, la capacité de faire déboucher ce projet dont tu as raison. On parle depuis maintenant à peu près 10 ans. C'est Jean-Claude Juncker qui l'avait lancé, il y a un peu plus de 10 ans d'ailleurs, qui est l'union des marchés de capitaux. Alors je sais que ce n'est pas très glamour, mais un mécanisme qui nous permettrait de financer des start-up, de permettre à des entreprises qui doivent monter en capital ou qui veulent lancer des émissions obligataires, de travailler sur les financements disponibles dans les 20 ou dans les 27 pays de l'Union européenne ou de la zone euro selon le périmètre dans lequel on se place, ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement, pas forcément glamour, mais extrêmement favorable à la compétitivité,
favorable au maintien sur territoire de gens qui ont des idées, qui ont été formés, qui sont compétents dans leur domaine. Je pensais, tu sais, quand on demande aux gens maintenant, en particulier n'importe où dans le monde, est-ce que vous avez été vacciné par tel ou tel, ils disent tous Pfizer. Or, on oublie que c'est BioNTech à l'origine. BioNTech, c'était ici, ils n'ont pas pu monter le scale n'était pas suffisant, ils sont allés faire un partenariat avec Pfizer, qui est le seul dont on se souvient maintenant. Donc, je reviens à mon histoire, parce que c'est important. Donc, marché unique des capitaux, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et je crois que nous avons entre nos mains la capacité à la fois de mettre en place des mécanismes de titrisation qui soient sécurisés, qui ne nous exposent pas au drame des années 2007, 2008, 2009. On peut parfaitement renforcer les compétences d'un organisme de supervision qui permette de vérifier que partout, dans les 20 ou dans les 27 pays de l'Union européenne, on applique la réglementation de la même manière, sans créer des arbitrages et des courses vers le bas. On peut parfaitement avoir un fascicule de règles qui s'applique à toutes ces opérations financières. On appelle ça en général le single rule book, mais qui soit mis en œuvre partout de la même façon. Et on peut avoir des infrastructures post-marché qui soient aussi complètement coordonnées et harmonisées. Donc il y a déjà beaucoup qui a été fait. Sur le single rule book, c'est pratiquement là. Sur le single point of access, pardon d'utiliser tout le temps des mots anglais, mais c'est souvent comme ça que j'en parle et qu'on m'en parle, on a beaucoup avancé. Et il y a encore un tout petit effort supplémentaire, mais, et tu l'as dit tout à l'heure, qui nécessite que les autorités nationales, les quant à soi, les entre-soi, les petits pays contre les grands, essaient d'avoir un objectif commun pour le bien commun, tu as magnifiquement écrit sur le common good, pour permettre le financement de nos idées et de nos projets en Europe, plutôt que de voir partir ailleurs en bons du trésor américain l'épargne assez significative qui existe en Europe. Donc voilà, c'est un projet qui, décortiqué en étapes successives pratico-pratiques, peut parfaitement nous permettre d'avoir les sous là où il faut. La gouvernance, tu as raison, mais les capitaux, il faut absolument qu'ils viennent s'investir là où on a des projets à développer, et ces projets-là, ils existent. Voilà. Oui, absolument. Enfin, c'est pas toujours... je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, j'aurais dû le dire plus tôt, mais c'est les startups, il y a des gens de talent, il y a beaucoup de gens de talent en France et en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, il y a des études qui montrent qu'en fait, il y a des académiques, par exemple, qui publient des articles qui sont utilisés après aux États-Unis ou ailleurs, mais ils ne sont pas utilisés en Europe. Des académiques européens qui sont très talentueux, qui produisent des choses, et ça ne donne jamais naissance à la moindre valeur ajoutée européenne. Donc ça, c'est très grave. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur le marché des capitaux. C'est incroyable. Les Européens investissent effectivement en monnaie, en bons du trésor, en assurance vie. Ça part en partie aux États-Unis et ça revient, Enrico Letta le disait ce matin, ça revient sous forme d'equity en Europe. C'est absurde, c'est absurde. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de fonds de pension, etc., etc. On en a très peu. C'est vrai, mais disons qu'il y a un problème de tuyauterie, si je puis dire, qui permettrait effectivement de mieux financer. Donc ça, c'est un petit peu la question. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il manque toujours de financement en Europe, hein, à certains niveaux. C'est au niveau, effectivement, où on arrive un peu à la vallée de la mort, il faut arriver. Mais autrement, au début, par exemple, on a beaucoup de financement, on a énormément de subventions à droite à gauche. Mais... Oui, mais alors si tu parles à des start-upers, ils te disent que pour aller chercher ces subventions, c'est une course incroyable. Alors, il y a des formulaires dans tous les sens, des application forms qui sont terrifiants. Donc il faut aussi adresser ce problème-là et simplifier l'accès à des capitaux qui seraient rendus plus disponibles. Donc, les sous, la gouvernance, le marché unique européen. Qu'est-ce qu'on peut prescrire encore de positif ? Non, je crois est-ce qu'on dit quelques mots sur la productivité et sur la question du travail ? On peut effectivement dire quelque chose. Tu veux commencer ? Non, C'est quand même lui le grand spécialiste de ces questions. Non. J'ai juste poussé à certaines réformes avec Olivier Blanchard sur le bonus-malus et ce genre de choses. On n'était d'ailleurs pas les seuls en France. Mais disons que, effectivement, il faut qu'on ait un marché du travail qui fonctionne mieux. Est-ce qu'il faut qu'on travaille plus ?
Je pense que ce n'est pas une question à laquelle un économiste peut répondre. C'est un choix de société, fondamentalement. Oui. C'est une question d'adéquation, finalement, au pouvoir d'achat. On peut travailler plus. Après, ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on fait systématiquement en France, c'est-à-dire l'erreur selon laquelle la quantité de travail disponible est finie. On le fait dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'immigration, dans le domaine de la retraite, dans le domaine, enfin, beaucoup de choses. Et bon, une fois qu'on a écarté cette erreur, il y a la question un peu de combien doit-on travailler. Premièrement, je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique. Nous sommes tous très différents, nous avons tous des tempéraments, des situations différentes, et il faut bien dire, parfois des emplois plus ou moins intéressants ou fatigants. C'est une question personnelle et sociétale, je dirais. Après, il faut effectivement que les institutions du marché du travail favorisent l'emploi. Je crois qu'on a fait quand même quelques progrès. Oui. Dans le domaine, on n'y est pas encore, mais on a fait quelques progrès quand même. Mais comme on a fondamentalement un problème de transition démographique, technologique et autres, on va être obligé quand même de faire face à ce vieillissement de nos sociétés, cette augmentation du coût de la retraite qui est complètement légitime, et en face, on va être obligé d'augmenter la productivité si on veut résoudre cette équation. Si on veut... Alors, c'est aussi une des inquiétudes vis-à-vis, si on refuse l'immigration, parce que c'est totalement irréaliste de toute façon, il y a un moment où il faut accepter l'immigration, et si on est une nation vieillissante, après on peut aussi accepter finalement, il y a un problème de transition effectivement, parce que les générations qui revendiquent une retraite ne l'auront pas exactement en entier, mais si on veut garder le même niveau, il va falloir à un moment ou à un autre, puisque le fardeau sur les jeunes générations est déjà très important, enfin, les charges sociales sont très importantes, et donc on ne peut pas étendre ça à l'infini, donc pour les retraites, il n'y a pas 36 façons de faire. Soit on diminue le niveau des retraites, enfin bon, vous connaissez tout. On ne va peut-être pas faire ce débat. C'est peut-être, non, c'est pas le moment de le faire. Mais voilà, donc tout ça, ça se tient, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on se donne? Une phrase pour finir, chacun? Un petit espoir, quand même. Donc, je dis... Un grand espoir. Non, d'abord, nous avons encore des talents. C'est très important, mais on n'investit pas encore suffisamment dans ces talents. C'est évident qu'il faut investir dans l'éducation, dans l'université, dans toutes ces choses-là. Donc, mais disons qu'on a encore pas mal de talents en France et en Europe, donc c'est très important. On a quand même des pays qui sont merveilleux, il faut bien le dire. Et la bonne nouvelle, c'est que tous nos maux sont auto-infligés. La deuxième bonne nouvelle, c'est que toutes nos solutions, on les a. Voilà, les solutions, elles existent. Elles existent. Il y a les réformes à faire, il y a construire plus d'Europe. Je crois que dans tous les domaines, on a besoin de plus d'Europe pratiquement. Il y a des domaines de subsidiarité, mais fondamentalement, il faut plus d'Europe. Et donc ça me paraît tout à fait important. Et dernier point, c'est vraiment reprendre confiance dans notre avenir collectif. Je pense que les élections nous ont montré qu'on parle essentiellement de pouvoir d'achat, quand on ne parle pas d'immigration, on parle de pouvoir d'achat. Alors je comprends que des gens démunis en parlent, c'est tout à fait normal, mais quand toute une société en parle, ça devient grave, parce qu'on ne parle plus. On ne parle plus de l'avenir de l'éducation, de l'université, de l'innovation, du réchauffement climatique, etc., etc. Donc quand tout finalement ne parle plus que du pouvoir d'achat, et pas seulement ceux qui vraiment souffrent finalement d'un manque de pouvoir d'achat, ça devient très grave. Mais à partir du moment où on accepte de refaire l'investissement, là je suis très optimiste. Moi aussi. Moi aussi, je suis très optimiste et je pense que l'Europe est grande, que le monde a besoin d'Europe. Je pense qu'elle doit jouer dans la cour des grands. Pour être dans la cour des grands, il faut avoir une cour. Et donc, il faut un marché unique européen. Il faut des capitaux qui soient attirés ou qui restent en Europe. Et il faut, comme tu le disais, que les talents européens puissent se développer, s'exprimer et qu'on ait un espoir collectif dans cette incroyable création qu'a été l'Europe en présence des fragmentations auxquelles on peut faire face si on prend en main notre destin.